quand je suis arrivé, je savais que j'allais pas sortir de mon domaine, mais je savais pas ce que je venais faire ici exactement. Et ben, quand on a commencé, il y avait le président fondateur et son épouse, et puis une autre personne et moi. Donc, parti de rien. Donc, forcément, tu touches à tout. Ouais, Papa, pourquoi on vient pas vivre à Dubaï? C'est génial. En plus, il n'y aurait pas l'école. Je dis, ben non, il n'y a pas l'école parce qu'on est c'est des vacances. Bah, je m'appelle Anis, j'ai 34 ans. Je suis à Dubaï depuis un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, j'ai 2 activités principales. Donc, j'adore la transformation. Donc, je suis dans la transformation digitale et corporelle. Transformation digitale, puisque c'est mon métier de base. J'ai fait des études dans l'IT à la base. J'ai un master en IT. Et ensuite, transformation corporelle, parce que j'ai décidé de rejoindre une belle aventure dans le secteur du fitness. Et donc, tu es au courant. Donc, j'installe et j'accompagne une société très importante dans le fitness qui se développe à l'international. C'est une boîte française. C'est une enseigne française. Ils ont une centaine de clubs qui s'appelle Gigafit. Et donc, j'ai rejoint l'aventure il y a un peu moins d'1 an sur Dubaï pour le premier lancement ici. Et j'ai vu la rencontre entre le fondateur et toi. J'étais là. Ah bah oui, t'étais là. C'était à l'Expo. C'était dans le cadre d'un événement organisé par la Chambre de commerce. Exactement 1 an, non? C'était fin janvier. Bah, c'est peut-être même aujourd'hui. Ça fait 1 an. C'était le 30, le 31, quelque chose comme ça, quoi. Janvier. Trop bien. Voilà. Et pour la partie transformation digitale, donc c'est mon métier. C'est ce que j'ai fait en France. On reviendra dessus, si tu veux, pendant mes 10 dernières années, même un peu plus. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc, je garde les deux. Après, j'aime bien toucher à plein de choses. Ça fait partie de ma personne. J'aime bien avoir plein de projets, en fait. Mais les 2 principales sur lesquelles je suis concentré aujourd'hui, c'est ces 2 projets-là. Ok, c'est trop intéressant. Merci Anis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur où est-ce que tu as grandi, comment ça s'est passé, et comment, voilà, s'il y a des éléments quand tu as grandi qui t'ont déjà influencé par rapport à ce que tu fais maintenant. Ok. Super. Alors, je suis né à Alger. J'y ai vécu jusqu'à mes 16 ans. Donc, j'étais d'une famille, d'une classe normale, quoi. Enfin, normal plus, on va dire. Voilà. Mon père, il était haut fonctionnaire. Ma mère ne travaillait pas. Et ensuite, mon père, il s'est lancé à son propre compte. Donc, il a monté des activités. J'ai fait l'école publique algérienne de l'école primaire jusqu'au collège et ensuite j'ai intégré une école française. Parce que sinon l'école publique classique c'est en arabe. C'est en arabe. Alors tu fais du français mais comme langue étrangère. Après ça reste quand même très francophone. Tu apprends bien le français à l'école publique algérienne. À l'époque, aujourd'hui je sais pas. L'anglais aussi un petit peu. Et ensuite, j'étais bon à l'école, je travaillais très bien. Donc, mes parents ont investi sur moi. Ils m'ont mis dans une école française qui était à l'époque déjà coûteuse. Et je suis reconnaissant. Et donc, j'ai fait mon lycée dans cette école-là. J'ai eu mon bac à 16 ans. J'étais un peu jeune. J'ai un bac scientifique. Et donc, la suite, on dépendait à l'époque de l'Académie d'Aix-Marseille, le lycée international d'Alger, qui s'appelle Alexandre Dumas. Et donc, j'ai continué directement post-bac. Je suis arrivé en France à 16 ans, un peu avant mes 17 ans. Mais je ne savais pas du tout. Ouais, tu vois, tu l'apprends, c'est le but du podcast. Donc, je suis arrivé en France. J'ai vécu chez ma tante au début. Et puis ensuite, ma soeur m'a rejoint, etc. Donc, j'ai fait mes études en France. Les études, c'était très important au sein de la famille. Donc, on a tous fait des études dans la famille. Mes parents, c'était, voilà, à part les études, tu es obligé de faire tes études. Et j'ai toujours quelque chose en tête. Mon père, il nous disait quand on était petit, vous ferez ce que vous voulez de votre vie. Et il me prenait l'exemple. Alors, c'est pas forcément dévalorisant, mais il me disait, si tu veux être éboueur sans dévaloriser la profession, c'est ton choix, c'est ta passion. Mais tu fais tes études d'abord. Parce que ça va t'armer, ça va te donner quelque chose et c'est une intelligence, c'est une éducation intellectuelle qui n'a pas de prix. C'est vraiment marrant que tu dises ça parce que ma mère a fait la même chose avec moi, mais jusqu'au bac. Elle a déjà su que ça allait être un challenge de m'amener jusqu'au bac. Donc, Voilà, après, mes parents ont fait des études. Ma mère ne travaille pas, mais elle a fait des études quand même. Mon père aussi, il a fait des études. Et donc, dans la famille, on a tous fait des études. Ils m'ont poussé à faire médecine, ma mère surtout, parce que c'était son choix. Ma mère, elle avait commencé une carrière de médecine et puis elle a arrêté à l'époque. Et donc, elle me disait, moi, un de mes rêves, c'est qu'un de mes enfants fasse médecine. Donc, comme j'étais le meilleur à l'école de ma fratrie, voilà, donc je me suis inscrit en médecine. Moi, après mon bac, je suis arrivé à Paris, j'ai fait Descartes, donc la faculté de médecine dans le 6e arrondissement. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc, au bout de 3 mois déjà, je me voyais pas dedans. Parce que j'avais une autre vision de ce que je voulais faire.
Mais comme j'ai eu mon bac très jeune, à 16 ans, c'est difficile de se projeter, se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire dans les 10, 15, 20 prochaines années? Et donc, un jour, j'ai dit à ma mère, maman, je t'aime, mais je te ferai pas plaisir. Je vais pas réaliser ton rêve. Il reste un petit frère, mais concentre tes forces sur lui. Peut-être que ça marchera. Ça a pas marché. Non, ça a pas marché. Donc, du coup, j'ai arrêté médecine et j'ai bifurqué. En fait, j'ai hésité après l'année de médecine. Je considère pas ça comme un échec parce que c'était pas un choix et en fait, je travaillais pas. Tu vois, j'allais pas. Au bout de 2-3 mois, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et du coup, j'hésitais. Soit je faisais une business school, soit je faisais de l'IT, parce que j'aimais les deux. Mais le côté commercial, je savais que je voulais entreprendre, donc je me suis dit, c'est bien une business school. Et puis 2-3 rencontres, des personnes qui m'ont conseillé, voilà. Et du coup, j'ai opté pour un cursus dans l'IT. Mais je cherchais pas une formation trop technique, parce que j'ai jamais été passionné par la technique en tant que tel. C'est ce que j'allais te demander, parce que dans mes employés, tous les développeurs, il y en a aucun qui a fait des études techniques. Même s'ils sont développeurs maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as appris spécifiquement? C'est plus la manière de réfléchir Ouais, j'ai fait maths sciences appliquées au début. Donc, moi, la science, j'adore les maths. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis très scientifique. Et ensuite, le master, j'ai fait une MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise, où je dirais c'était 50-50. La partie gestion, comptabilité, contrôle de gestion, projet, etc. Ça, j'aimais bien. Il y avait une composante technique. Pour moi, c'était une finalité, en fait. C'était pas la finalité, pardon, mais c'était un moyen d'atteindre mes objectifs. Okay. Et en fait, je regrette absolument pas, parce que du coup, après mes études, j'ai commencé à travailler dans une SS2I, donc une ESN, une entreprise de services numériques. Et donc, je recrutais des ingénieurs en informatique qu'on vendait en tant que consultant à des clients. Et tout au long de ma carrière, où j'ai fini directeur commercial, etc., donc je recrutais beaucoup de commerciaux. Et en fait, je voyais vite la différence entre quelqu'un qui venait d'une business school ou quelqu'un comme moi, entre guillemets, qui venait avec un background technique. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus crédible d'avoir un background technique, de vendre, même si ça reste un process de vente, négociation, vente, ce que tu veux. Mais ça apporte quelque chose et tu vois vite la différence chez un client, par exemple. Ouais. Et l'entreprise que tu mentionnes, c'est celle que tu as quittée il y a un peu plus d'1 an. Tu as travaillé dans la même entreprise pendant... Ouais, en fait, la société, elle s'est montée en 2010. Moi, je l'ai rejoint, j'étais le 3e salarié, je crois, ou 2e. Et j'ai fait mon alternance là-bas et puis on a commencé tout petit dans un petit local à Porte de Vincennes dans le 12e arrondissement. Et 2-3 ans après, on était dans la tour Montparnasse, au 6e, au 11e. Après, on est monté au 35e étage, après au 44e étage, après au 55e étage. Et là, il n'y a plus d'étage à monter. Après la défense, après un déploiement à l'échelle nationale, internationale. Et il y a combien d'employés maintenant dans cette structure? En fait, la boîte, elle a un modèle très particulier parce que moi, à mon niveau, de 2010 à 2020, j'ai vu 5000 personnes être recrutées chez nous. Tu vois, c'était énorme. C'était pour une petite PME, on commençait, donc voilà. Et en fait, il y avait un modèle très particulier parce qu'on recrutait des gens qui étaient demandeurs d'emploi, mais des bac plus 5 ou des bac plus 8. Okay. Des gars qui ont fait des très très bonnes écoles scientifiques. Et après un bac plus 5 ou un bac plus 8, ils se retrouvent au chômage. Parce qu'ils ne sont pas techniques, parce qu'ils sont trop généralistes. Ouais, enfin, il y a un peu de tout. En France, déjà, on va leur reprocher un manque d'expérience. Donc, tu dis, je viens de finir mes études, laissez-moi la chance d'acquérir mon expérience. Donc, il y a ça. Il y a le fait et c'est sûr, il y a un décalage entre le milieu professionnel et le milieu académique. Donc, aujourd'hui, tu formes encore des ingénieurs textiles en France, quand tu sais que, on ne fait pas grand-chose dans le textile. Dans la chimie, la mécanique, il y a des débouchés, mais il y a pas... Enfin, la demande, elle n'est pas aussi importante que l'offre qu'il y a sur le marché. Okay. Donc, beaucoup partent sur des métiers de techniciens, partent à l'étranger, font des VIE, et c'est triste et c'est dommage pour eux et pour la France. Donc, nous, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on les recrutait, ces gens-là. Ils avaient déjà un niveau intellectuel, et j'ai vu l'évolution, moi, de la transformation digitale. En 2010, tu prenais quelqu'un qui a fait des études en chimie, tu lui parlais d'informatique, tu lui parles chinois, il ne comprend rien. En 2017-2018, les gars, ils sortaient d'un bac plus 5 en chimie, mais ils savent ce que c'est qu'un langage de programmation, une base de données. Donc, petit à petit, on a commencé à... comme si on les préparait au monde d'aujourd'hui et de demain. Et tu penses que c'est un problème d'orientation en amont, ou est-ce que c'est les formations en elles-mêmes qui sont pas... C'est très compliqué de te répondre là. Après, va voir une université, tu lui dis, vous formez 1000 ingénieurs par an, il n'y a que 200 qui vont trouver du travail, donc vous fermez 80% de votre campus. Bon, c'est compliqué. Il y a ça. Après, il y a le fait que le monde évolue très très vite et beaucoup plus vite que le secteur académique ou que l'administration française ou ailleurs d'ailleurs.
Et ouais, il y a un peu tout. Après, c'est pas perdu. Et nous, on le voit parce que c'est ce que je disais avant tout. Quand tu es un ingénieur ou tu es un docteur, ton métier, tu l'apprends pas à l'école. À l'école ou à l'université, tu apprends à réfléchir, tu apprends à t'adapter. Donc, que tu aies fait des études dans la chimie, dans la mécanique, dans la physique, tu es capable de t'adapter à faire de la data, à faire du nucléaire, enfin, que sais-je. Donc, avec une bonne formation que nous, on leur apportait en 3 mois, ils devenaient ingénieurs en informatique et ils partaient déjà, ils étaient opérationnels et ils rentraient sur des projets pour des grands groupes du CAC 40, des banques, des compagnies d'assurance, aéronautiques, etc. Et vous pouviez vous permettre de le faire parce qu'il y a une telle pénurie sur le marché que... Exactement. Ouais, en fait, nous, Adaming, ça a été monté en 2010 et on sortait de la crise de 2008. Donc la crise, voilà. Et après la crise de 2008, c'était le boom des nouvelles technologies, de la digitalisation. Et en France, le nombre d'ingénieurs en informatique ne répond pas aux besoins. Moi, je suis un bon exemple. Moi, on finissait, nous, notre promo, on était 38, 39 à peu près. Et on finissait les études en juillet, comme tout le monde. Je crois qu'au mois de mars, on était déjà 35 à avoir signé des CDI qui commençaient 7 mois, 8 mois plus tard. Toutes les semaines, on avait les grosses boîtes qui venaient chez nous, on est les meilleurs. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Du coup, c'était facile de le vendre à des ingénieurs en disant, vous savez, vous, ça fait 9 mois, 1 an que vous cherchez du travail. Malheureusement, vous ne le trouvez pas. Et vous y êtes pour rien. Moi, 9 mois avant de finir mes études, j'avais un CDI signé. Bon, pas parce que je suis compétent, mais parce que le secteur dans lequel je suis, il est très, très porteur. Et ça les aidait à prendre cette décision. Ouais, parce que c'est pas évident. Tu fais bac+5 en physique, tu es passionné en chimie, en mécanique, en électronique, en aéronautique. Il faut leur expliquer que la meilleure solution, c'est de switcher. C'est de partir. Mais en fin de compte, tu retrouves exactement les mêmes process. Quand tu as fait de la gestion de projet dans la science, dans l'IT, c'est pareil. Et c'est des profils qui ont un niveau intellectuel, donc c'est des ingénieurs ou des docteurs. Donc, ce qu'on cherchait d'eux, c'est d'évoluer. C'est au bout de 2-3 ans, évoluer sur de la gestion de projet ou de l'architecture technique ou du fonctionnel ou du métier. Donc, c'était juste un moyen, la technique, de mettre le pied dans ce secteur-là. À court terme, sur les 2-3 premières années, tu les formais à vraiment des métiers techniques, dev ou... Principalement des développeurs. De 2010 à 2015, on a fait ça, des développeurs sur pléthore de langages. Et puis ensuite, sur des logiciels, sur du SAP, du Salesforce, sur la data. Tu suis l'évolution du marché, en fait. Ça va très, très vite. Et en parlant du marché actuel, la situation en France, il y a toujours une pénurie au niveau de ces métiers ou ça s'est un petit peu amélioré? Il y a toujours une pénurie. Bon, il y a eu le Covid. Donc, je suis très, très bien. Même si j'ai quitté le groupe en France, je reste très, très proche des fondateurs et j'accompagne. Voilà, c'est mon bébé, quoi. Donc, je ne peux pas le lâcher. Et du coup, la pénurie, elle continue, même s'il y a eu le Covid, vraiment, ça a mis entre parenthèses. Maintenant, ça repart. Voilà, les dernières nouvelles, c'est que ça repart et que ça va reprendre d'une façon assez importante, je pense, en fin 2023, 2024, 2025 et plus. Et j'ai une question qu'on me pose souvent, c'est sur la qualité, le niveau des développeurs français. Est-ce que tu vois une différence? Tu as aussi une dimension internationale dans ton parcours, tu as pu potentiellement comparer. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que les Français sont bons? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont trop chers? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, honnêtement, en termes de qualité, oui, ils sont bons. Moi, nos clients, ils étaient... Tu sais, quand tu rencontres un client en France, tu lui dis, tu cherches des ingénieurs en informatique qui ont 2 ans, comme tout le monde, ou des consultants, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas recruter à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui recrutent en Roumanie, en Maroc, en Tunisie, parce qu'il y a un vivier d'ingénieurs qui sont très, très bons. C'est notre cas. Moldavie, Ukraine, Roumanie. Voilà. Ou sinon, tu investis sur un vivier qui est local. Mais par contre, il faut trouver le bon partenaire, etc. Donc, les clients, au début, sont très réticents. Oh là là, mais vous êtes sûr, ça va marcher, etc. Bon, en 2010, aujourd'hui, tout le monde connaît le modèle et tout le monde suit. Et en fin de compte, au bout de 5-6 mois, nos clients nous disent les profils qu'on prend chez vous, ils sont aussi, voire plus compétents que d'ingénieurs informaticiens qu'on recrute sur le marché. Parce que je pense qu'ils apportent un côté plus que technique sur la réflexion, sur l'adaptation. Et peut-être quand tu as fait un bac+5 en informatique, tu es passionné par la technique. Donc, tu es bon techniquement, mais aujourd'hui, quand tu travailles dans le secteur de la transformation digitale, la technique ne suffit pas, on en parlait juste avant. Il faut le savoir-être, la communication, la façon de réfléchir au-delà des outils, de la technique. Comme tu dis, on en parlait juste avant, ça nous est arrivé sur un client qu'on vient de signer, qui a une équipe IT très très compétente en interne, mais ce qu'ils ont livré, c'est niveau marketing, niveau arborescence, niveau expérience utilisateur, c'est pas du tout au niveau. En fait, on peut pas leur en vouloir, c'est juste un métier différent. Exactement. Mais c'est vrai que si tu as un autre background, si tu sais réfléchir par toi-même, disons, si tu es proactif, forcément, déjà, tu limiteras un peu ces problématiques-là. Exactement. Non, mais les clients, ils nous disaient,
On préfère prendre des jeunes aujourd'hui, au bout de 6 mois, ils ont le même niveau. Et c'est des jeunes qui en veulent parce que c'est un challenge pour eux. Et voilà, tu as fait bac plus 5 dans une autre formation ou un bac plus 8. Là, tu sais, quand ils commencent au début, les informaticiens en France, c'est un peu des stars, c'est des divas. Enfin, dans le monde d'ailleurs. Il y a une pénurie telle. Pas qu'en France. Oui. Il y a une pénurie telle qui sont sollicités, qui vont parfois au plus offrant. Mais quand tu es dans un processus de reconversion, tu te dis, OK, j'ai une formation de 3-4 mois, mais derrière, il faut que j'arrive et que je prouve sur le marché. Et là, ils se donnent. Ils donnent et tu as des résultats super surprenants, dans le bon sens. Le modèle économique là-dessus, est-ce que c'est le client final qui paye en amont la formation? Est-ce que celui qui est formé s'engage? Est-ce que tu peux... Non, nous, la formation, au début, c'était la société qui payait. Et ensuite, on a créé tellement d'emplois que les autorités publiques nous ont accompagnés pour prendre en charge une partie de la formation, donc avec le Pôle emploi, avec les OPCO, avec d'autres organismes publics. Parce que derrière, tu répondais à un besoin sur le marché, tu recrutais des gens qui étaient au chômage. Donc, moi, j'adorais cette expérience parce que c'était rémunérateur, on gagnait notre vie, mais il y a une dimension sociale et humaine que j'adore. C'est pour ça que je me suis mis dans le sport, en fait. J'adore les business où tu rends service. Attends, Anis, on va pas encore sur ton côté sport. J'ai encore pas mal de questions sur la partie mais IT c'est ce que je disais quand on recevait des démissions, parce que nous, dans notre modèle, on disait à ces jeunes-là, on vous forme, on va vous embaucher, tous en CDI, etc. Et au-delà d'un certain temps de mission chez ce client chez qui vous allez travailler, il aura la possibilité de vous embaucher en interne. Tu vois, donc on voulait même pas les garder pour nous, on les formait, on les faisait monter en compétences et ensuite ils continuaient leur carrière. Et souvent quand les collaborateurs, les gars, ils démissionnaient, ils envoyaient une lettre de démission en remerciant. Tu vois, c'est génial. Où il dit merci, aujourd'hui je rentre chez votre client, mais c'est grâce à vous. Parce que vous m'avez donné ma chance. Bon, c'est aussi grâce à lui, à son niveau, à ses compétences et à ses études. Et à son travail. Mais tu lui as donné les clés pour le faire. Voilà, exactement. Et ton rôle dans cette entreprise-là, c'était uniquement sur la partie commerciale? En fait, oui, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'affaires, responsable d'agence, directeur commercial, mais je travaillais avec les équipes RH tous les jours, la compte. Enfin, j'étais très transverse. Sur le papier, j'étais directeur commercial, mais en soi, je faisais beaucoup plus. Directeur des opérations. Oui, en quelque sorte, oui, mais du coup, j'ai une vision 360 sur toute l'activité. J'ai fait du recrutement, j'ai fait un peu de tout. Tu étais entrepreneur sans avoir le statut, c'est ça. quoi. En fait, quand on a commencé, il y avait le président fondateur et son épouse, et puis une autre personne et moi, tu vois. Donc, parti de rien, donc forcément, tu touches à tout. Et j'ai même commencé par développer leur site internet au début, qui était moche, mais... Je l'ai pas regardé encore. Non, aujourd'hui, tu trouveras la version bien faite par un cabinet, marketing et ça tout. Va. Mais le premier en 2010, c'est moi. J'essaierai de le retrouver. Je pourrais le retrouver, tu me donneras le lien. Non. On fera des recherches. Je me débrouillerai. Non, mais c'est trop intéressant. Tu as appris il y a un peu plus d'1 an une dimension internationale. Est-ce que tu l'avais déjà avant ou est-ce que tu étais... Oui, un petit peu parce qu'on développait l'activité au Maroc, en Tunisie, en Algérie et j'accompagnais. Donc voilà, j'étais dedans, un petit peu en Espagne aussi. On avait quelques clients que j'avais à l'époque qu'on accompagnait en Espagne. On est parti au Canada aussi pour monter, mais bon, après avec le Covid et tout, on a mis en suspens. Mais ouais, je pense que je suis francophone, anglophone, je parle très bien, arabisant aussi, arabophone. Du coup, forcément, pour moi, c'était une continuité. Mais mon expatriation n'avait pas de lien avec mon activité. C'était un moment où j'avais envie de changer d'air, en fait, tu vois, partir. Un choix purement familial, je pense, plus que professionnel. Ok. Moi, c'était vraiment beaucoup plus professionnel que familial, voire exclusivement professionnel. Ouais. Mais... Les impôts, c'est ça? Non, je gagnais pas assez pour que ça soit la raison. Mais bon, après, j'habitais en Suisse avant, donc j'ai été mal habitué. Et... est-ce que tu regrettes pas ta décision, j'imagine, non, vu tout ce que tu fais depuis Non, franchement, pas du tout. C'est un pari, c'est un gros risque parce que je quitte une zone de confort ou voilà. Et mais non, je regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je le referais. Tu l'aurais fait avant ou... Non, peut-être pas avant. Parce que c'était le bon. Ouais, c'était le bon moment. Ça faisait. Non, c'était le bon moment. Non, c'était le bon moment. Franchement, je pense que c'était le bon moment. Je regrette pas du tout mes années en France. Parce qu'au final, j'ai fait 16 ans en France et 16 ans en Algérie et 16 ans en France. Mais c'est fou quand tu me dis ça parce que Donc, je suis arrivé ici à 32 ans. Peut-être que je ferai 16 ans ou plus ici. Et après,
On verra. On verra. Si j'arrive à vivre jusque-là. Ça devrait, ça devrait le faire. Ouais. On sait pas. Ouais. Ça devrait le faire. Et est-ce qu'il y avait d'autres options que Dubaï ou ça a été une évidence pour toi? À la base, non, ma femme, elle voulait qu'on fasse un tour du monde. Pendant 1 an, on s'est dit, on fait une année sabbatique, on part. Avec des enfants en bas âge? Ouais, quand on est arrivé, les enfants, ils avaient 4 ans et 5 ans. Maintenant, il y en a 3, il y a un 3e. En fait, elle m'a toujours dit j'adorerais faire un tour du monde. Et donc, à 2, on aurait voulu faire l'Australie. Genre pendant 1 an, on part en Australie, on découvre. Et après, il y a eu le Covid, donc t'oublies. Et donc, pendant le Covid, un des seuls pays qui était ouvert, c'était les Émirats Arabes Unis. Okay. Et donc, on est venu en vacances à Noël 2020, ici. Et en fait, c'est un des éléments qui a déclenché ma décision. On était en vacances et un jour, on était à la plage et mon aîné qui avait 4 ans et demi, non, 5 ans. 5 ans et on discute à la plage, voilà. Bon, c'est génial. Il t'a dit qu'il aimerait bien habiter ici. Ouais, il dit papa, pourquoi on vient pas vivre à Dubaï? C'est génial. En plus, il n'y aurait pas l'école. Je dis non, il n'y a pas l'école parce qu'on est, c'est des vacances. Mais en fait, ouais, tu vis, mais bon, on a la plage, on a le soleil, donc tu as l'impression d'être en vacances. Dis pas ça parce que s'il y a des personnes qui vivent en France qui nous écoutent, ils vont croire que c'est comme sur TF1 tout le temps, qu'on ne travaille pas. Non, pas du tout. Au contraire, moi, en fait, t'as la chance ici. Je pense que les gens qui vivent dans le sud de la France, ils retrouvent cette qualité de vie. Pas à Paris, moi, c'était pas notre possible. cas avant, non. Moi, à Paris, quand tu te tapes 1h30 de bouchon le matin, 1h30 le soir, tu perds 3 heures par jour. Ici, tu es 3 heures, tu fais du sport et tu peux aller te poser à la plage avec tes gosses pendant 1 heure. Donc, c'est ça, c'est la gestion du temps qui est différente. Et donc, mon fils, il me dit ça, on écoute, on se regarde avec ma femme, on rigole, tu vois. Ah, parce que c'était pas du tout... Ah non, c'était pas du tout dans les plans, mais absolument pas. Rien du tout. Non. Et on rentre début janvier à Paris et fin janvier, je les ai préinscrits à l'école. J'avais commencé les process pour faire la société, le sponsoring et tout ça. Et la décision a été prise. Trop bien. Ouais. Et quand tu es arrivé, tu savais ce que tu allais faire professionnellement? Oui, moi je me suis dit, je suis dans la tech, donc je vais monter une boîte dans la tech et je vais regarder le marché, etc. Tu vois, c'était... Pour toi et moi, notre compréhension, c'est que tu savais ce que tu allais faire, mais en fait, pas spécifiquement. Ah non, mais pas du tout. Non, mais j'ai des souvenirs où je discute avec certaines personnes qui me disent, bon, on te connaît, t'as des plans à Dubaï. Je fais, non, les gars, j'ai rien. C'est exactement... J'ai rien du tout. Bon, j'avais un minimum de quoi budgétiser mes mois ou mes années à venir. Ouais, parce que surtout avec une famille ici, ça peut être... L'école, voilà, tout ça, quoi. Ça coûte très, très cher. Mais je disais, non, les gars, j'ai rien. Mais tu sais, je suis venu et c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a le lien de la famille. Mais je suis venu avec la bénédiction de mes parents et pour moi, ça n'a pas de prix. Quand je disais à mes parents, je pars, alors au début, direct, ah non, mais c'est loin, Dubaï, les enfants, les Émirats, 6 heures, pourquoi tu vas là-bas? Je sais plus, mon père, ce qu'il m'a dit, va dans le sud de la France si tu veux le soleil. Et au final, ils m'ont dit, vas-y, de toute façon, tu vas réussir là où tu vas. Et en fait, ça te donne... Et même les gens autour de moi, les gens proches, ils me disent, de toute façon, tu vas réussir là où tu seras. Et ça, c'est trop intéressant que tu dises ça parce que moi, c'était pas avec ma mère, parce que ma mère, elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Ouais. En assumant les conséquences, c'est plutôt mes grands-parents. Parce que j'avais un peu peur de leur réaction quand je leur ai dit que j'allais déménager là, parce que c'est un pays qu'ils ne connaissaient même pas, en fait. Ils sont nés il y a 78 ans, donc forcément, le pays n'existait pas vraiment tel qu'il est aujourd'hui. Et quand je leur ai dit, j'en ai parlé à mon grand-père, il m'a dit ouais, très bonne idée. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que tu peux t'attendre à ce qu'ils disent pareil. Si tu veux aller ailleurs, va en Suisse au pire, au moins c'est pas très loin, quoi. Mais non, et du coup, c'était la même chose. Et à peu près comme toi, même si j'ai beaucoup moins d'expérience, quand je suis arrivé, je savais que j'allais pas sortir de mon domaine, mais je savais pas ce que je venais faire ici exactement. Je savais globalement que c'était dans le marketing digital, e-commerce, développement de site à la limite, et encore. Et maintenant... c'est top. Tu regrettes? Pas du tout. Je me vois vraiment à aucun autre endroit pour l'instant. C'est pareil pour moi. Tu verras, je te souhaite d'avoir des enfants, etc. Tu verras que en termes de sécurité, sérénité, bien-être, qualité de vie, je pense qu'aujourd'hui, c'est dur de faire trouver... mieux. Ouais, c'est dur. On me parle quand même souvent en Asie de Singapour. Ouais. Mais après, je sais, j'y suis jamais allé. Ça m'a jamais tenté, je le visiterai. Mais après, il y a une dimension aussi pour moi et qui est Dubaï aussi. Je suis de confession musulmane, c'est un pays musulman, je suis arabophone, c'est un pays où on peut, pas beaucoup, mais on peut parler en arabe. Donc culturellement, je me sens beaucoup plus proche des Émirats Arabes Unis, même si la culture elle est très différente avec la culture maghrébine, attention. Mais voilà, il y a des similitudes
que je trouverais pas à Singapour. Non, ça m'a jamais tenté, moi, Singapour. C'était l'Australie, on n'a pas été. Finalement, on est venu à Dubaï. Et même géographiquement, c'est quand même super simple de rentrer en France, alors que quand tu habites vraiment en Asie, c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est un hub. Et je dis souvent, quand tu vis en France, tu as l'impression que tu es au centre du monde. Non, mais c'est ici le centre du monde. C'est le centre du monde. Tu es entre l'Asie, l'Europe. Mais après, peut-être que les Chinois disent ça parce qu'ils sont entre l'Europe et les US. Peut-être, ouais, exactement. En les connaissant, ils s'occupent pas des autres, c'est eux, c'est tout. Mais ouais. Non, mais trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais maintenant ici, un peu plus en détail, peut-être surtout sur la partie Gigafit? Ouais. Gigafit, pareil, une rencontre au hasard. Enfin, moi, je crois pas au hasard, je crois au destin. Ça a commencé il y a 1 an et demi à peu près. Mon petit frère, il me dit, il travaillait en Algérie. Il me dit, ouais, j'en ai marre. Je fais, ouais, fais quelque chose. C'est peut-être l'âge, tu as l'occasion d'entreprendre. Il me dit, ouais, j'aimerais bien me lancer dans le sport. Je dis, vas-y, c'est bien. Bon, il me dit, ouais, j'ai un ami avec qui on pourrait monter un projet. Je dis, vas-y. Donc, je l'ai aidé comme je pouvais pour monter ce projet-là. Et du coup, ça m'a permis de regarder un petit peu, faire les business plans, contacter des fournisseurs, des choses comme ça. Donc, je l'ai accompagné dans le projet. Et je trouvais ça génial parce que c'est le sport, c'est sain, c'est génial. Pour moi, en tant que business, je t'ai dit, j'adore les business qui sont sains pour l'esprit, pour le corps ou pour autre chose. Et donc, il démarre son aventure, il est très content, il monte une salle de fitness sur Alger, ça se passe très bien, il est content. Et donc, au mois de janvier, il y avait un event à la Chambre de commerce, donc avec le club Synergie, où on est adhérents tous les deux. Et du coup, j'y vais et là, pareil, une histoire un peu farfelue où je croise un mec que je dis, tiens, je le connais. Et j'essaie de faire, ah oui, c'est quelqu'un qui est dans la même école, ses enfants sont dans la même école que la mienne, à Jean-Mermoz ici. Et en fait, il s'avère que quelques semaines auparavant, on s'est mis à parler parce qu'on était dans le parking, bloqué par un véhicule qui nous a bloqués tous les deux. Donc lui, italien, j'arrive avec les gestes. Moi, pareil, un peu sanguin, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il nous bloque. Et donc, on discute. Bon, le gars arrive, il s'excuse. Voilà, il part. Donc, quand je le vois, c'est bon, je me rappelle de lui. Je vais le voir. Je dis, mais on se connaît? Il me dit non. Et moi, si je vois une personne une seule fois, je me rappelle, j'ai une très, très, très bonne mémoire visuelle. Limite, c'est gênant parce que parfois, tu vas voir des gens, tu dis, on se connaît, on s'est déjà vu. Ah, mais t'es qui? Ouais, mais on s'est vu. Mais juste, je t'ai vu une fois, je m'en rappelle. J'ai une bonne mémoire visuelle. Et donc, je discute avec lui, il me dit « Ah oui !» Donc voilà, on discute, il me dit « Tiens, viens, je te présente mon client. » Et donc, il me présente le président fondateur de Gigafit. Et donc, moi, je venais de présenter mon activité dans la tech. Lui, il avait présenté un petit peu son activité dans le sport, ce qu'il faisait en France et ses ambitions sur le Dubaï, mais aussi le Middle East. Et donc, on discute. Il me dit « Ah, c'est bien ce que tu fais dans la tech et tout, bravo. » Je dis « Ouais, je viens d'arriver et tout. » Je dis « Ouais, je suis aussi dans le sport. » Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, j'ai un club que j'ai fait pour mon petit frère, etc. » Et donc, c'était l'accroche. Donc, on discute, etc. Et en fait, on s'est revus, ça a débouché sur une association et un partenariat. Et ça tient vraiment à rien. Ça tient. Et je me rappelle quand j'ai appelé mon petit frère et que je lui ai dit, regarde, j'ai rencontré telle personne, parce que donc il est dans l'industrie du fitness, donc il connaît. Il me dit, oui, je connais l'enseigne, je connais. Et il me dit, tu vois, tu m'aurais pas aidé. En fait, tu donnes, tu reçois. La vie, pour moi, c'est comme ça. J'aurais pas aidé mon petit frère à faire son projet, mais jamais j'aurais mis un pied dedans, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, donc on est associés. On a le premier club qui est en travaux, là, qui ouvre bientôt avec une ambition d'en ouvrir plein sur la région. Donc, ouais, moi, ça me passionne beaucoup. J'ai vraiment envie de développer l'activité sur toute la région, donc les Émirats Arabes Unis, mais aussi sur d'autres pays. On a des belles pistes. C'est super intéressant ce que tu dis sur donner pour recevoir. Ouais. Je suis vraiment aussi dans cette lignée-là. En tout cas, j'essaye. Ouais. Pour te donner un exemple concret, ça arrive très souvent qu'il y ait des prospects qui nous demandent beaucoup d'informations. On sait que ça ne paiera pas. Ouais. Mais en fait, on ne sait jamais sur quoi ça va mener. Oui. Ou une cliente, elle se reconnaîtra pour un projet vraiment à 8000 dirhams, petit projet, elle nous a mené vers des clients mais gigantesques. Ouais, tu vois. Et en fait, on ne sait jamais où une rencontre peut nous mener. Exactement. C'est pour ça que je conseille toujours, si j'ai des conseils à donner à mon petite échelle, c'est de rencontrer du monde, discuter, s'intéresser, et ça peut vraiment aller vite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu as une bonne... quand la personne elle est saine, elle rencontre toujours les bonnes personnes. Et tu sais, genre, une petite confidence avec mon associé, on s'est vu 1 heure le lendemain, 1h30. On a discuté, on a bu un café, voilà, et on a décidé de s'associer. Et à un moment, tu sais, il a eu la même réflexion de son équipe que moi à mon niveau. C'est de dire, mais on ne se connaît pas assez pour... Et en fait, il me dit,
Les gens positifs attirent le positif et les gens négatifs attirent le négatif. Donc, d'un autre côté, tu peux connaître quelqu'un depuis 20 ans et te tromper parce que tu t'associes avec la mauvaise personne. J'ai appris une chose, c'est que le temps n'est pas un critère dans l'amitié ou dans les personnes. C'est pas un critère. Tu vois, donc j'ai appris aujourd'hui, quand je parle d'un ami, je dis jamais depuis combien de temps je le connais. Ouais. Parce que c'est pas en fait, c'est pas du tout un critère. Tu peux connaître quelqu'un depuis 6-9 mois et tu as une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus saine que quelqu'un que tu connais depuis 20 ans. Tu vois, je vois totalement ce que tu veux dire. J'ai des exemples personnels très proches. Il y a trop de contexte, enfin dans le contexte, il y a trop d'éléments qui changent. Et je vois les amitiés que tu peux créer en France, par exemple, dans ta zone de confort, ou les amitiés que tu peux créer à l'étranger, elles sont totalement différentes. C'est très différent. Ici, dans les rencontres, tu as beaucoup plus d'expérience que moi dans le pro en France, c'est pour ça que je veux te demander. Ouais. J'ai l'impression que ça va très vite. C'est-à-dire qu'on se met vraiment facilement en relation. Tu m'as mis en relation avec des personnes. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais te mettre en relation si besoin. Enfin voilà, tout le monde fait ça. C'est différent, ouais. Et en France, je le sens pas du tout. Est-ce que c'était parce que j'étais très très jeune quand j'étais encore en France? Non, je pense pas. Après, je pense qu'il y a peut-être une solidarité quand tu te retrouves à l'étranger, donc entre Français, francophones, ou t'as peut-être plus de contacts, alors que t'es en France, t'as 67 millions de Français, donc voilà. Ici, on est 60 000 maximum, mais ouais. Un peu moins même, je crois. En fait, de ce qu'on m'a dit, c'est 30 000 enregistrés et moitié autant qui sont pas enregistrés. Ouais, c'est pas mal déjà. 60 000, ouais, c'est pas mal. Ouais, donc il y a peut-être ça qui joue. Après, le contexte, il est très, très différent. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus vite qu'en France. Les prises de décision, c'est beaucoup plus... c'est du business à l'anglaise, quoi, ou à l'américaine, plus qu'à l'européenne chez nous, tu sais, où, voilà. Mais ça a ses avantages. On deal avec beaucoup d'Européens et voilà, il y a avantages et inconvénients. Ce que je me dis aussi, c'est que globalement, tout le monde est ici pour le business. Ouais. C'est aussi pour ça que ça va potentiellement plus vite. En France, t'es là, c'est différent. Pas forcément par choix. Ouais, je suis d'accord. Ici, c'est vrai que c'est une immigration qui n'est pas... C'est une immigration de travail, clairement. Ici, voilà, tu travailles. Déjà, pour vivre ici, il faut avoir un travail, il faut avoir sa société. C'est aussi simple que ça. Sinon, ça va donc, pas tout le monde a longtemps, une mission qui est... Bah oui, sinon, tu restes à moi et tu dépenses ton argent et tu rentres chez toi. Exactement. Donc, c'est pour ça que les gens, ils sont très, très proactifs et tant mieux. Tant mieux enfin, moi, je m'éclate, personnellement. Et le projet Gigafit, c'est avec justement un français, ou en tout cas francophone, mais ton autre projet, c'est... avec des locaux, de ce que je sais? Sur la partie tech, comme je te disais, on est en train de travailler. Donc, j'avais ma boîte ici avec une vision très particulière, un peu ce que je faisais en France, autour de la formation, etc. Et très récemment, j'ai rencontré des personnes qui ont compris l'enjeu de ce projet-là. Et donc, on discute effectivement de les accompagner parce qu'ils veulent investir sur la tech. C'est un grand groupe, c'est une holding qui investit dans pas mal de choses. Et du coup, le projet les intéresse parce qu'ils ont une vision lointaine. Et moi, ce que je vends du conseil, du service, mais s'il y a la partie formation, la partie investissement local, il fallait trouver la bonne personne. Et là, on est en train de discuter et peut-être que ça sera la bonne personne et je serai content de développer cette activité-là en parallèle. Trop bien. Voilà. Et ton focus principal, c'est... Est-ce que tu en as un? Parce que tu parlais d'avoir beaucoup d'activités en même temps. Tu sais, aujourd'hui, mon focus, je dirais, c'est 50-50. Mais demain, je peux avoir 3 focus. Si je te propose d'ouvrir un hôtel ou on sait pas, on trouve les fonds, on y va. Non, moi, je me ferme pas, en fait. J'ai appris une chose, c'est que non, je me ferme pas. Je suis sorti du cadre, t'es salarié, tu fais un métier. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Avant, je prends l'exemple de mes oncles, voilà, toute leur carrière dans la même boîte. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est fini. Donc, faut avoir plein de métiers, plein de projets. Et moi, je suis dans cette dimension, c'est plein de projets. Trop bien. Voilà. Après, il ne faut pas trop s'éparpiller non plus, il faut rester. Après, on me dit souvent, ouais, mais tu t'éparpilles pas trop. Non, parce que moi, je vois parfois des grosses boîtes. Je suis inspiré par des gens qui ont des conglomérats, qui ont 10, 15, 20 boîtes différentes et qui peuvent te faire des métiers complètement différents. Je pense que... Mais après, tout est une question de structure. Tu mets les bonnes personnes dans les bonnes places. Exactement. Voilà. Je pense qu'ils s'entourent simplement de personnes très compétentes et autonomes, et ça peut le faire. Exactement. Il ne faut pas croire que parce que tu gères une activité où tu as 3-4 sociétés différentes que tu descends aux lignes les plus profondes. Et inversement, il y a des personnes qui font
très peu de chiffre d'affaires et qui sont sans cesse dans le rush parce qu'ils savent pas forcément gérer leur temps. Donc, c'est une question d'organisation. Ouais. T'organises ton temps, ton travail, ta gestion, c'est super important. Et tu t'entoures des bonnes personnes. Sur la partie organisation, je suis pas un exemple, mais grâce à ma mère, j'ai progressé. C'est bien. Parce que c'est vraiment ce qui les intéresse. Mais voilà. Et j'aimerais bien aussi parler un petit peu du futur. Où est-ce que tu te vois? Ou est-ce que c'est vraiment du court terme? Parce que je sais que dans ma vision, j'ai vraiment du mal à me projeter. Ouais. Quand on me parle dans 5 ans, quand je compare il y a 5 ans à maintenant déjà, j'aurais jamais pu imaginer. Je connaissais même pas je savais même pas que Dubaï existait. Ouais. Et dans 5 ans, je peux vraiment pas me projeter, c'est impossible. Est-ce que toi, tu y arrives? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu y penses? J'y pense, non. Me projeter, oui, je peux, parce que j'ai le socle aujourd'hui qui est ma famille, donc mes enfants, ma femme. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me projeter parce que je me pose des bonnes questions, parce que je suis plus concerné, ou tout seul, tu te dis, voilà. Du coup, honnêtement, moi, si ça tenait à moi, dans 5 ans, je me verrais ici encore. Tu vois, quand je dis ici, sur la région, quoi, Dubaï, Émirats Arabes Unis, ou maintenant faire quoi, je sais pas. Tu vois, je peux. Si, je me verrais bien avec une 50aine de clubs sur la région, Gigafit. Ah ouais, ça serait top. Ça peut aller très très vite, le développement. En France, tu as dit qu'il y en avait 100, une centaine. Ouais. Mais ça reste un groupe qui est relativement jeune. Il a même pas 10 ans d'existence. C'est un groupe qui s'autofinance, qui se développe seul. Il n'y a qu'un seul associé à bord. Et il va encore plus s'internationaliser avec les US, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Il y a les US, il y a l'Afrique. Il y a les Émirats Arabes Unis. Demain, on discute avec l'Inde. Il y a les chantiers, ils sont... En parlant de futur et en parlant aussi de ton parcours, le continent africain, niveau business, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être on peut se focus sur l'Algérie parce que c'est... Ouais, je connais bien l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Je connais moins l'Afrique subsaharienne. Subsaharienne, je connais pas. Mais ouais, c'est clair que je suis africain. Donc, j'aimerais bien que les choses se développent, et si je peux apporter, bien sûr, ça sera avec grand, grand plaisir. Donc, on n'exclut pas du tout que ce soit la tech ou le fitness ou autre chose. Si je peux apporter en Afrique, je serai le premier content. Et ici, tu es perçu comment? Tu es perçu comme français? Tu es perçu comme algérien? Ça dépend. Dans la communauté française, je suis perçu comme français, il n'y a pas de problème. Mais dès que je discute avec des locaux ou autres, forcément, le côté arabe revient. Et ouais, je suis plus perçu comme un Algérien. Mais c'est une force. C'est génial. T'as les 2 cordes à ton arc, on va dire. C'est ça. Comme je maîtrise aussi bien l'arabe que le français. Okay. L'anglais, pas encore. Ça vient. Mais non, je suis perçu parler de... Ouais. Après, ici, il y a assez peu d'anglophones natifs, donc on parle tous en anglais. Exactement. Pas incroyable. Un anglais international. Exactement. Ou un anglais de banlieue parisienne, si on peut être un peu plus direct. Mais, ouais, je te jure. C'est ça. Non, ouais. Donc, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Je me suis déjà fait la réflexion en parlant revenant sur le côté international, de combien de nationalités différentes j'avais rencontrées dans la semaine. Mais c'était plus que 15. Enfin, mais ça, c'est une chance. Et ça c'est, pour moi, c'est une chance. C'est une fierté de donner ça à mes enfants. Mes enfants, ils sont dans une école française, mais il y a plus de 50 nationalités différentes, les élèves. Okay. Donc c'est génial. Tu marches dans les couloirs, ça parle français, anglais, arabe, espagnol, ce que tu veux. Et pour les enfants, c'est juste génial parce que dans la classe, ils ont des copains libanais, français, marocains, tunisiens, algériens, belges, espagnols, enfin un peu de tout. Et ils commencent à parler français avec l'accent anglais ou ça va? Non, ça va parce qu'ils sont venus un peu plus grands, donc ça va, mais ils commencent à bien apprendre l'anglais déjà. Et l'arabe aussi, ils font. Et ça, ouais, c'est je pense vraiment une des choses les plus importantes et les plus valorisantes qu'il y a aux Émirats, c'est tout cet échange. Et en fait, ce qui me frappe le plus, c'est la tolérance. Moi, j'ai des copains ici, juifs, musulmans, chrétiens, athées, hindous, des hindouistes. Et en fait, tout le monde respecte, tu vois. Mais c'est génial. Ici, ça fête Diwali, après ça fête Halloween, après ça fête Noël, après il y a le Ramadan et l'Aïd. Ouais. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. En France, je pense que ça dépend où. Mais à Paris, je pense que ça va. Ça va encore à Paris. Après, dans le reste de la France, je suis vraiment pas sûr. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Après, l'histoire est très différente. Ici, c'est un pays qui se construit dans la diversité. La France, c'est différent. La diversité en France, elle est arrivée principalement post-guerre, avec les arrivées en plus de travailleurs. Ici, l'immigration, elle est toute choisie, entre guillemets. Elle est intellectuelle, principalement, soyons clairs. Très peu de monde est là depuis plus de 10 ans. Oui. Donc, non, la tolérance, elle est quand même beaucoup plus importante ici. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas en France, mais c'est différent. On vit
on vit mieux en communauté ici, quand je parle de communauté, on va dire nationale, qu'en France, malheureusement. Mais peut-être qu'un jour ça changera, ça serait bien. Je pense pas qu'on parte dans cette direction-là, mais on va leur souhaiter le meilleur. On va pas aller dans la politique. Exactement. Ouais. Et c'est une question que je voulais te poser aussi, vu qu'on a parlé un petit peu de tes enfants. Ouais. Est-ce que ce que tu fais au niveau business ou ta façon de penser business les impacte dès maintenant? Est-ce que tu essayes de les motiver, de leur faire comprendre qu'ils n'auront rien, ils n'auront rien qui va tomber du ciel, ça va... Voilà, il va falloir qu'il y aille, quoi. Je vais te raconter une anecdote. Là, dans la semaine, je discutais et donc mon fils, il est fan de voitures et alors il connaît que toutes les Bugatti, les Ferrari, les Lamborghini. Et tu te dis, bon, hein et donc, bien sûr, je leur apprends que il y a rien sans rien, que parfois, voilà. Donc, il me pose beaucoup de questions parce qu'il me voit jongler de A à Z. Et donc, ouais, tu fais quoi, papa? C'est qui lui? C'est qui? Donc, je leur explique. Je leur explique qu'il faut être très ouvert d'esprit, que l'école, c'est important. Après, bon, tu reproduis ce que tes parents t'ont donné. Donc, je leur dis la même chose. Faites des études, c'est important. Après, si demain, vous voulez faire autre chose, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, mais on peut s'épanouir autre que les études. Moi, je pense que pour mes enfants, c'est important. Parce que le monde dans lequel on va, voilà, les études, ça t'apprend... Pour moi, les études, ça t'apprend avant tout à un niveau intellectuel, à parler, etc. Il n'y a pas que les études, mais disons qu'avec les études, tu as plus d'armes. Voilà. Mais tu as des gens qui réussissent très, très bien sans les études et je n'ai pas de souci avec ça. Merci, parce que... Non, mais... c'est ce que j'essaye de faire. Oui, non, mais bien sûr. Non, je le dis le premier. Les études, ça t'apprend à conduire. Mais après, tu peux te planter, hein. Ça te donne un permis, mais tu peux te planter, tu peux faire des accidents, tu peux... Mais je suis d'accord avec quelque chose que tu as mentionné il y a quelques minutes, ça t'apprend surtout une façon de penser, je pense, parce que sur la partie technique, je prends l'exemple, j'ai eu un rendez-vous récemment avec quelqu'un de mon âge qui a un master en marketing digital, 5 ans d'études sur le marketing digital. Ouais. Je veux dire, je suis pas le plus grand expert, mais il comprend rien à ce que je lui dis. Hein. Ça veut dire qu'il a sûrement une façon de penser, il aura une capacité d'apprentissage très bonne, mais disons, techniquement, il n'y a rien qui suit. Les études, ça ne fait pas tout, mais disons que ça t'apporte quelque chose. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Donc après, je leur apprends qu'il faut travailler. Mon fils, il me disait, papa, il faut travailler beaucoup pour acheter une Bugatti là, cette semaine, tu vois. Je dis, tu sais, une Bugatti, ça coûte très, très, très cher et 99,99 et des brouettes % des personnes sur Terre ne l'achèteront jamais. Et je lui dis, mais oui, il faut travailler. Pas forcément beaucoup, mais intelligemment, tu vois, parce que si tu travailles beaucoup, même si tu as un salaire de X euros par mois, tu ne l'achèteras jamais de ta vie. Je dis différemment, intelligemment. Après, moi, je suis croyant, donc je lui dis, tu sais, il y a des gens qui sont destinés à être riches, il y a des gens qui sont destinés à être pauvres, il y a des gens qui sont destinés à être dans la classe moyenne. C'est ton destin. Tu peux aider les autres, mais tu peux pas forcer ou changer le destin, c'est comme ça. Et est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire ou ils t'en parlent un petit peu? Ouais, mon fils, alors, en ce moment, c'est le foot. Donc, il veut faire joueur du PSG. Le jour où il me parle de la Bugatti, il me dit de toute façon, quand je gagnerai la Coupe du Monde, je l'achèterai. Je dis, gagne déjà la Coupe du Monde. Donc, ils sont à fond dans le foot en ce moment, les deux. D'ailleurs, mon fils et ma fille. J'ai vu les petits stages de foot. Donc ils sont à fond, donc ils veulent devenir footballeurs professionnels. Bon, après, tu sais, à cet âge-là, ça change. Moi, j'ai jamais fait de foot en club de ma vie, mais je voulais pas devenir footballeur professionnel. Mais tu l'es devenu, du coup? Je voulais devenir joueur du PSG, genre spécifiquement. Mais j'ai jamais fait une minute de foot en club. Mais vraiment, même maintenant, tu me demandes mon métier de rêve, c'est joueur du PSG. C'est vrai, ça fait rêver. Mais pas ce PSG-là, le PSG, même il y a 10 ans, ça me va. Donc, Ok. Voilà, donc non, ils se projettent. Bon, après, ils sont jeunes. Hein, moi, je les laisse grandir. Mais ouais, c'est important qu'ils aient des valeurs de travail. C'est important. Trop bien. Voilà. C'est ce que ma mère m'a inculqué aussi. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est rencontrer des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Donc, c'est une super conclusion que tu nous fais. Mais ouais. Bon, merci beaucoup, Anis, pour ton temps. Merci à toi. Merci d'être le premier. Je pense que ça s'est bien passé. J'espère que on verra bien. J'espère qu'il y aura des personnes qui nous auront écoutés jusque-là. Ouais, franchement, c'était top. C'était naturel. Il n'y a rien qui était préparé. C'était vraiment top. Merci. Tu m'as exposé au grand jour. Je t'ai envoyé les questions il y a 1h30. Non, mais de mon côté, je me suis pas dit je vais dire ça, je vais pas dire ça. Non, on va réécouter. Peut-être que je vais dire oh là là, j'ai dit une connerie, mais c'était naturel. Non, mais aussi, je te l'ai mentionné avant, mais pourquoi cette démarche, c'est que j'ai toujours appris en rencontrant des gens, en discutant, en m'intéressant, en posant beaucoup de questions. Et je pense qu'on apprend tellement en faisant ça que j'essaye de le mettre encore plus en avant. Donc, non, mais c'est très très bien parce que on se connaît depuis pas mal de temps, pas mal de mois, mais on discute toujours depuis un an, jour pour jour. Non, on s'était vu à...
et à l'expo, mais oui, on n'a jamais pris le temps de se découvrir. Et c'est vrai que le format ici, t'es cadré sur. Ah là, il n'y a pas le choix, t'es obligé de me parler de toute façon. Donc, c'est bien, mais on le fera dans l'autre sens un jour, comme ça tu me parleras de toi. Si tu veux. Hein, si tu parce veux. que ça sera intéressant. Si tu veux. Hein? J'aime pas beaucoup parler de moi, mais il faut. Moi non plus, Toi ça non me dérange moins. Non, ça me dérange moins. Je suis pas très très pudique sur mon histoire. T'as des gens qui sont très pudiques. Moi, ça me dérange pas. Et là, si je voulais faire un peu de clic, je dirais combien tu gagnes, Anis. Non, mais en fait, c'est super intéressant ton parcours. Ça sort de l'ordinaire. Et je pense que si quelqu'un de mon âge te demandait, tu dirais, toi aussi, tu peux le faire si tu te donnes les moyens, en fait. Bien sûr. Tu peux faire 1000 fois mieux que moi. Bien sûr. Faut juste. Bien sûr. C'est ce que je me dis aussi à mon mini-niveau quand des personnes de mon âge qui sont encore en France me disent oh, c'est exceptionnel. Je dis mais il n'y a rien d'exceptionnel. En fait, il faut juste travailler et tu peux faire beaucoup, beaucoup mieux que moi. En fait, on a souvent les limites, on se les fixe nous-mêmes. Tu vois, tu dis ouais, mais moi, j'aime pas du tout les gens négatifs, j'aime pas ça. Tu vois, moi, tout est à apprendre en fait. Au pire, tu perds quoi. C'est comme mon grand frère quand je lui dis j'allais partir à Dubaï, il me dit au pire, tu perds quoi. tu perds un an, tu kiffes, tu découvres, t'apprends tes enfants et après, au pire, tu reviens en France. Mais il a raison. Donc, faut mesurer les risques quand même. Mais oui, mais faut pas se fermer. Il faut rencontrer des gens. Faut être très ouvert d'esprit et les opportunités, elles peuvent venir. Il suffit d'une rencontre, d'une idée, d'une discussion et tu peux avoir une superbe idée, une superbe opportunité. Il faut y aller. Trop bien. Merci beaucoup, Anis. Merci, Paul. Merci pour ton temps. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci.